Il n'avait pas vu venir Aïssa Diop, une ombre discrète glissant dans les couloirs ensoleillés du lycée Saint-Étienne, à Provins, une petite ville française où les pavés des ruelles semblaient murmurer des secrets aussi vieux que les remparts médiévaux. Elle, une adolescente noire de 16 ans, arrivée de Paris avec une valise usée et 2 tresses serrées, n'était pas de ceux que l'on remarque. Pas ici, pas dans ce bourg où les façades blanches des maisons à colombages reflétaient une homogénéité que personne n'osait troubler, où les drapeaux tricolores flottaient avec une fierté un peu trop ostensible, où les vendredis soirs s'articulaient autour des matchs de rugby et des noms de famille qui pesaient, plus lourds que les bulletins scolaires. Aïssa, avec son regard perçant et sa démarche légère, était une étrangère dans ce monde de certitude. Mais quelque chose s'était passé derrière les gradins du terrain de sport, quelque chose qu'aucun témoin n'aurait dû voir, et quand cette vérité éclata, elle ne se contenta pas de secouer le lycée, elle fissura le silence qui tenait tout Provins en otage. Aïssa n'avait pas prévu de déclencher une guerre, mais quand la vérité frappe à la porte, elle n'attend pas qu'on lui ouvre. Ce qui allait suivre n'était pas seulement une histoire, mais un règlement de compte. Dès son premier jour au lycée Saint-Étienne, Aïssa comprit qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Elle n'était pas d'ici, pas de cette ville où les trottoirs étaient trop propres, où les regards s'attardaient un instant de trop sur sa peau sombre, où le mot « différent » n'était pas prononcé mais pesait dans chaque silence. Elle n'était pas comme les filles aux sacs à dos pastel, avec leurs rires clairs et leurs lèvres brillantes, qui s'arrêtaient en pleine phrase pour la dévisager lorsqu'elle passait dans le couloir. Elle n'était pas comme les garçons aux vestes de rugby, dont les conversations s'éteignaient à son approche pour reprendre en murmures moqueurs après son passage. Et elle n'était certainement pas comme le reste de ce lycée, où les visages clairs formaient une mer uniforme. Aïssa était l'ombre dans leur lumière, une adolescente de 16 ans portant les pommettes de son père, la dignité silencieuse de sa mère et, tapis sous son calme, l'incendie de son grand-père, un feu prêt à jaillir comme une allumette qu'on gratte. Elle était arrivée de Paris 2 semaines plus tôt avec sa mère, attirée à Provins par un coût de la vie plus abordable et l'espoir d'un nouveau départ. Sa mère, Awa, travaillait de longues heures à la clinique d'urgence de la rue des Lilas, rentrant chaque soir épuisée, les épaules voûtées mais toujours avec assez de force pour demander à Aïssa comment s'était passée sa journée. Elle élouviait une petite maison mitoyenne près de l'avenue des Roses, un endroit où le papier peint se décollait au coin et où le plancher grinçait comme s'il se souvenait d'années meilleures. Aïssa s'en moquait. Elle avait ses carnets, ses livres et, surtout, la valise. C'était une vieille malle olive, usée, sentant légèrement le cèdre et le papier ancien, hérité de son grand-père, Amadou Diop, un ancien enquêteur militaire décédé l'été précédent. Il l'appelait « le coffre-fort », un trésor de secrets contenus dans des carnets à spirale, des coupures de presse jaunies et des photographies fanées. Aïssa n'avait pas encore tout décrypté, mais elle le traitait comme un texte sacré. Son grand-père lui avait appris des choses qu'aucune école n'enseignait, écouter mieux qu'on ne parle, lire une pièce comme on lirait un témoin, comprendre que le silence peut être plus dangereux que le bruit, et parfois plus puissant. Au lycée Saint-Étienne, le silence devint son armure. Aïssa restait discrète, s'asseyait au fond des salles de classe, mangeait seule dans un coin de la cantine, écouteurs vissés aux oreilles et même sans musique. Chaque après-midi, elle écrivait dans son carnet, non pas des messages ou des publications sur les réseaux sociaux, mais des lignes acérées sur ce qu'elle voyait, ressentait, soupçonnait. Elle notait la manière dont Madame Bisset, la proviseure, souriait et sans que ses yeux suivent, l'odeur d'eau de javel mêlée de parfums bon marché dans les couloirs, ou encore la solitude pesante des rares autres élèves noirs, 2 collégiens et un terminal qui ne parlèrent jamais, comme s'ils portèrent le même fardeau invisible qu'elle. Et elle écrivait sur lui. Léon Dubois, 1,80 m, veste de rugby, démarche arrogante, mâchoire sculptée par une assurance que seule une petite ville pouvait offrir. Fils de Bernard Dubois, le maire de Provins, Léon était le genre de garçon que tout le monde connaissait, dont on riait aux blagues même quand elles n'étaient pas drôles, dont l'humeur dictait l'atmosphère comme une météo capricieuse. Aïssa l'avait aperçu une fois, de l'autre côté de la rue, alors que sa mère déposait des documents à la mairie. Le maire avait une présence imposante, une poignée de main ferme et un regard qui s'attardait, non pas hostile, mais scrutateur, comme s'il mesurait ce qu'elle valait. Les hommes comme Bernard Dubois n'avaient pas besoin de parler beaucoup. La ville parlait pour eux. Le 5e jour au lycée, l'incident survint. C'était l'heure du déjeuner, la cantine bourdonnait de son vacarme habituel.
Plateaux en plastique qui s'entrechoquaient, éclats de rire un peu trop forcés, quelqu'un tapant un rythme sur une table. Aïssa était à sa place habituelle, près de la sortie de secours, arrachant la croûte d'un sandwich au beurre de cacahuète qu'elle n'avait pas envie de manger. Elle était à mi-morsure quand elle perçut un changement dans l'air, un silence qui n'était pas le sien. Léon Dubois et son entourage firent leur entrée, comme une force gravitationnelle. Son rire, magnétique et travaillé, dominait le brouhaha. À ses côtés, comme toujours, se tenait Théo, un garçon maigre aux cheveux gominés et au sourire tordu qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Il se dirigeait vers sa table. Aïssa baissa les yeux, feignant de lire l'étiquette de sa brique de jus, immobile, sans tressaillir. « Salut » lança Léon, d'une voix basse mais audible. « Tes nouvelles, non ?» Elle leva les yeux. « Ouais. Tu manges toujours seul ? Je préfère ça. » Il sourit, comme si elle avait fait une plaisanterie. « C'est quoi, ton nom ?» Elle le fixa, muette. Léon se tourna vers Théo. « Guise. Tu crois ça ? » Elle pense qu'elle est trop bien pour répondre. Théo ricana, puis se pencha. « Non. Je crois qu'elle est ce juste timide. »« T'es timide, ma belle ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Léon s'approcha, trop près, une main appuyée contre le mur au-dessus de sa tête, l'autre planant près de son plateau. « Tu sais, » dit-il, « tu serais plus jolie sans cette tête renfrognée. » Et alors ? Ses doigts effleurèrent. Et la tresse posée sur son épaule. Aïssa se figea. Le contact était léger, assez subtil pour être nié, mais chaque fibre de son corps le ressentit comme une violation. Pas seulement le geste, mais l'arrogance qu'il portait, comme si elle était une chose à disposition. Sa mâchoire se crispa, son pouce accéléra, et dans son esprit, la voix de son grand-père tonna. Ne jamais laisser passer le premier manque de respect. Jamais. Parce que si tu l'acceptes, ils t'en donneront pire. Aïssa posa son sandwich, leva les yeux et, pour la première fois depuis son arrivée à Provins, parla d'une voix assez tranchante pour couper l'air. « Dégage. Maintenant. » Le sourire de Léon vacilla, juste un instant, mais Théo le remarqua. Murmura-t-il, moqueur, on dirait que la nouvelle a du mordant. Les yeux de Léon s'assombrirent. Ses doigts s'attardèrent une demi-seconde de plus près de sa tresse, puis il recula lentement. Il rit, comme si de rien n'était, comme si elle n'était de rien. Mais Aïssa savait. Eux aussi. Et les quelques élèves qui observaient depuis la table voisine, yeux écarquillés, bouche serrée, le savaient également. La guerre n'avait pas encore commencé, mais la ligne venait d'être tracée. Ce fut la tresse qui déclencha tout. Quand les doigts de Léon effleurèrent un de ses cheveux, un geste qu'il voulait léger, presque charmeur, quelque chose qu'il pourrait nier plus tard, Aïssa sentit une brûlure monter en elle, comme un feu dévorant du bois sec. Tout ralentit. Elle n'entendait plus le vacarme de la cantine, ni les railleries de Théo, seulement sa propre respiration, régulière, déterminée, et le battement sourd de son sang dans ses tempes. La voix de son grand-père trancha le brouillard. Ne compte pas sur quelqu'un pour intervenir. La plupart ne le feront pas. Aïssa se leva d'un mouvement fluide, sa colonne vertébrale se redressant comme une lame sortie de son fourreau. Léon inclina la tête, perplexe, une seconde de trop. Elle pivota sur son pied droit, ancrant sa posture, sa main gauche saisit son poignet en plein vol, son coude droit jaillit vers le haut, précis, visant juste sous le sternum, là où l'arrogance n'avait pas de protection. Le son qu'il émit n'était pas un grognement, mais l'expulsion brutale d'un privilège confronté à la résistance. Léon recula en titubant, plus de surprise que de douleur, son poids bousculant Théo, qui ne parvint pas à le retenir. Son plateau tomba au sol, une pomme roulant jusqu'à s'arrêter contre une basket. Le silence s'abattit. Une seconde plus tôt, il était un roi, maintenant,
Il était à genoux dans la cantine, clignant des yeux comme s'il n'y croyait pas. Aïssa ne sourit pas, ne parla pas. Elle baissa simplement les mains et le regarda, le traversa de ce regard qui fait reconsidérer à un homme tout son sens du pouvoir. Personne ne bougea. Personne n'aida. Autour d'eux, les élèves se figèrent, incertains s'il fallait applaudir, fuir ou filmer. Mais personne ne sortit son téléphone. Pas à Provins. Pas quand la personne à terre s'appelait Dubois. Aïssa sentit le poids des regards, mais aucun ne comptait. Elle ramassa son plateau, tourna les talons et sortit sans un mot. À mi-chemin dans le couloir, ses mains commencèrent à trembler, son souffle s'accéléra. Elle s'engouffra dans les toilettes et les plus proches, verrouilla la dernière cabine et s'adossa au carreau froid. Elle ferma les yeux. Son grand-père apparut, sur leur balcon à Paris, un soir d'été. Elle avait 12 ans. Il avait construit un mannequin de frappe avec des manches à balai et du ruban adhésif. Elle avait ri en le voyant. Lui, non. Tu ris après, pas pendant, avait-il dit. Là, tu apprends à stopper la menace avant qu'elle ne grandisse. Il lui avait enseigné les prises au poignet, les points de pression, le contrôle de la respiration, mais surtout l'observation. Savoir qui détient le pouvoir dans une pièce, et qui pense le détenir. Ce souvenir l'apaisa, ramena son pouls à la normale. Puis le haut-parleur grésilla, « Aïssa Diop, veuillez vous rendre au bureau de l'approviseur. » Le trajet jusqu'au bureau fut un parcours du combattant. Certains élèves s'écartaient, d'autres chuchotaient, un garçon rit nerveusement, vite réduit au silence par une fille qui regardait Aïssa comme si elle venait de voir un lion parler. Dans le bureau, l'air était plus froid, presque clinique. Les stores à moitié fermés projetaient des ombres en lamelles sur le bureau de Madame Bisset, une femme aux pommettes saillantes et à la voix teintée de condescendance. À peine Aïssa s'assit-elle qu'elle les vit, Léon, à côté de son père, Bernard Dubois, le maire, exactement comme elle l'avait vu à la mairie, droit, composé, indéchiffrable. Son costume était impeccable, son regard stable, mais ce n'était plus de la curiosité, c'était du jugement. Madame Bisset s'éclaircit la gorge. Aïssa, merci d'être venue. Nous avons une préoccupation sérieuse. Léon ne parlait pas, fixant le sol, une main crispée sur sa cuisse. Bernard Dubois prit la parole. Mon fils m'a dit qu'il a approché cette jeune fille pour l'accueillir. Elle a mal interprété ses intentions et l'a agressée physiquement. Il a un hématome sous les côtes. Aïssa sentit sa bouche tressaillir, mais elle se contint. Madame Bisset se tourna vers elle. Veux-tu donner ta version ? Aïssa se redressa, les mains posées sur ses genoux. Votre fils ne m'a pas accueilli. Il m'a coincé. Il m'a touché. Je lui ai dit de s'écarter. Il ne l'a pas fait. La mâchoire de Bisset se contracta. Personne d'autre n'a corroboré aucune des deux versions. Aïssa répondit, les yeux fixés sur Bernard Dubois. Parce que personne ne veut s'opposer à un Dubois. Surtout pas dans cette ville. Pendant un instant, la pièce se figea. Même Léon leva les yeux. Le regard de Bernard s'endurcit. Jeune fille, je ne suis pas venu ici pour être insulté. Aïssa coupa. Je suis venu pour apprendre. Si votre fils garde ses mains chez lui, nous n'aurons pas de problème. Madame Bisset leva une main. Ça suffit. Nous n'attribuons pas de blâme aujourd'hui. Je vais parler au personnel de la cantine et vérifier les caméras, si elles ont capté quelque chose. En attendant, retournez en classe. Je ne veux plus d'incidents. Bernard Dubois se leva lentement. Je compte sur des conséquences disciplinaires si les images confirment l'histoire de mon fils. Bisset hocha la tête, sans engagement. En se levant, Aïssa remarqua un détail,
la main droite de Léon tremblait légèrement. Elle nota aussi la façon dont les doigts de son père s'enfonçaient dans son épaule en sortant, pas une tape, une poigne. Dans le couloir, l'ambiance avait changé. Certains élèves de la regardaient plus ouvertement, quelques-uns hochèrent subtilement la tête, d'autres évitèrent ses yeux. Aïssa marcha comme sur du verre. À son casier, elle s'arrêta. Quelque chose clochait. La peinture semblait fraîche. Elle s'approcha et sentit les mots la frapper comme une gifle, « Reste à ta place », écrit en marqueur noir, d'une écriture irrégulière. Pendant un instant, elle perdit son souffle, non pas à cause du message, mais de sa prévisibilité. Ce n'était ni original ni intelligent, juste ce qu'elle attendait d'un endroit où le pouvoir portait un costume et un nom. Elle sortit un mouchoir de son sac, frotta, mais l'encre ne partait pas. Elle prit une photo, ferma le casier, alla aux toilettes et se lava les mains. Dehors, dans le parking, une berline grise stationnait. À travers le pare-brise, Aïssa vit Bernard Dubois au volant, gesticulant avec force. Léon, à côté, regardait droit devant, mâchoire serrée. Les vitres étaient fermées, mais leur posture parlait d'elle-même, le visage de Bernard rougissait, ses lèvres bougeaient avec précision et fureur. Léon ne répondait pas, mais ses mains, crispées sur ses genoux, tremblaient. Aïssa les observa un long moment, puis tourna les talons. Ses mains à elle ne tremblaient plus. Et cela, comprit-elle, faisait toute la différence. Ce soir-là, dans sa chambre, Aïssa ouvrit la valise de son grand-père. Les charnières grincèrent doucement, exhalant une odeur de papier ancien et de cèdre. Elle feuilleta les dossiers, leurs coins usés, leurs étiquettes fanées. Sa mère pensait qu'elle faisait ses devoirs de mathématiques, mais Aïssa triait les fragments d'une vie enfouie. Les notes d'Amadou Diop étaient méticuleuses, écrites à l'encre bleue, soulignées 3 fois quand elle comptait. Certaines n'étaient que des noms, d'autres des chronologies, des schémas, des photocopies de documents qu'elle ne comprenait pas encore. Mais un motif émergea. Rapport déposé, disparu des registres de la mairie. Témoin affirme que B. Dubois a modifié des documents, pression pour rétractation. 2 adolescents arrêtés, charges effacées en 48 heures. Non. Léon Dubois est fils d'un conseiller municipal. Aïssa relut la ligne, Léon Dubois. Pas seulement son père, lui aussi, enfant. Elle sortit une enveloppe froissée. À l'intérieur, une photo, un garçon de 8 ou 9 ans, une éraflure sur la joue, debout près d'une voiture de police, tenant le poignet d'un autre enfant dont le visage était flou. Au fond, un officier en uniforme, le nom Dubois lisible sur son badge. Le cœur d'Aïssa cogna comme un tambour d'alerte. Son grand-père savait. Et elle commençait à voir ce qu'il avait vu. Le lendemain matin, un incident inattendu attira son attention. Alors qu'elle traversait la cour, Camille, une élève discrète aux lunettes épaisses, s'approcha, hésitante. « Aïssa » murmura-t-elle, « j'ai filmé ce qui s'est passé à la cantine. » Aïssa s'arrêta net. « Tu as quoi ?» Camille baissa les yeux, serrant son téléphone. « J'étais là, près de la sortie. J'ai tout vu. Léon, Théo. Toi. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste appuyé sur enregistrer. » Aïssa scruta son visage. Camille n'était pas du genre à chercher des ennuis, mais ses mains tremblaient légèrement. « Pourquoi me le dire ?» Camille haussa les épaules. « Parce que personne d'autre ne le fera. » Aïssa hocha la tête, méfiante mais intriguée. « Montre-moi. » Camille lui tendit le téléphone. L'image était tremblante, mais claire. Léon s'approchant, sa main sur la tresse, Aïssa se levant, le repoussant. Tout était là, brut, indéniable. « Garde ça, dit Aïssa. Et ne le montre à personne. » Pas encore. Camille acquiesça, visiblement soulagée. Aïssa sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, pas de la peur, pas de la victoire, mais une étincelle. La ligne qu'elle avait tracée dans la cantine n'était plus seulement la sienne. Quelqu'un d'autre l'avait vue.
Et maintenant, il y avait une preuve. La vidéo était devenue une braise, et Aïssa Diop savait qu'une braise pouvait enflammer une forêt entière. En quelques heures, les images tremblantes capturées par Camille et derrière la sortie de secours de la cantine du lycée Saint-Étienne s'étaient propagées comme une traînée de poudre à travers les téléphones des élèves, les groupes WhatsApp, les stories Instagram masquées. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une altercation entre Aïssa et Léon Dubois, le fils du maire de Provins, c'était un cri, un défi, une fissure dans le vernis impeccable de cette petite ville où les apparences valaient plus que la vérité. La vidéo montrait Léon, avec son arrogance de prince intouchable, effleurant la tresse d'Aïssa, et elle, se levant, le repoussant avec une précision qui n'avait rien d'accidentel. Ce geste, filmé dans un flou brut, avait secoué les couloirs du lycée et, au-delà, les salons feutrés de Provins, où l'on préférait murmurer les scandales plutôt que les affronter. Aïssa n'avait pas voulu devenir le centre de cette tempête, mais elle comprenait désormais que la vérité, une fois libérée, ne demandait pas la permission pour brûler. Ce qu'elle ignorait encore, c'était à quel point cette flamme allait grandir, et combien de secrets elle allait révéler dans l'ombre. Le lendemain de l'incident, le lycée Saint-Étienne semblait suspendu dans une tension palpable. Les murmures suivaient Aïssa comme une ombre, mais ils n'étaient plus moqueurs. Ils étaient de curieux, parfois craintifs. Dans les couloirs, les regards s'attardaient, non plus pour juger, mais pour questionner. Qui était cette fille et qui avait osé défier Léon Dubois? À la cantine, les tables étaient plus silencieuses, les rires moins assurés. Aïssa s'assit à sa place habituelle, près de la sortie de secours, son carnet ouvert devant elle. Elle écrivait, comme toujours, notant chaque détail, la façon dont Madame Bisset, la proviseure, évitait son regard en traversant le réfectoire. La manière dont Théo, l'acolyte de Léon, mâchonnait nerveusement l'ongle de son pouce en l'observant de loin, et, surtout, la présence discrète de Camille, qui, pour la première fois, s'approcha de sa table sans y être invitée. « Aïssa, murmura-t-elle, la vidéo. Elle circule. Quelqu'un l'a mise sur le groupe du lycée. » Aïssa referma son carnet d'un geste sec. Tsoki? Camille haussa les épaules, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Je ne sais pas. Je l'ai envoyé à personne, je te jure. Mais c'est partout maintenant. Aïssa hocha la tête, son esprit déjà en mouvement. Elle n'avait pas prévu que la vidéo s'échappe si vite, mais elle n'allait pas la laisser s'éteindre. Viens avec moi après les cours, dit-elle. On va dans la salle média. Camille cligna des yeux, surprise, mais acquiesça, comme si elle comprenait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La salle média, un espace poussiéreux au fond du lycée, sentait le plastique chauffé et les vieux manuels scolaires. C'était là que le club média, un groupe d'élèves passionnés par la vidéo et la photographie, passait ses après-midi à monter des clips pour la fête du lycée ou des interviews ennuyeuses avec les professeurs. Camille, membre discret du club, guida Aïssa vers un ordinateur vétuste mais fonctionnel. On peut nettoyer la vidéo ici, expliqua-t-elle, en baissant la voix comme si les murs pouvaient être écoutés. Améliorer le son, couper les moments flous. Aïssa hocha la tête. Pas seulement nettoyer. On va la rendre plus forte. Camille la regarda, incertaine. Plus forte? Aïssa planta ses yeux dans les siens. On ne va pas juste montrer ce qu'ils m'ont fait. On va montrer qui ils sont. Camille déglutit, mais ses doigts se mirent à danser sur le clavier, ouvrant un logiciel de montage. Pendant des heures, elles travaillèrent côte à côte, Aïssa dictant ses idées, Camille traduisant en images et en sons. Elles ajoutèrent en des clips que Camille avait archivés. Théo renversant les livres d'un élève dans un couloir, Léon criant après un employé de ménage hors champ, des moments anodins en apparence, mais qui, montés ensemble, dessinaient un portrait accablant. Aïssa rédigea un texte d'introduction, projeté en blanc sur fond noir. Ce lycée nous enseigne l'histoire, mais certaines histoires se répètent quand personne ne parle. À 17h47, alors que le rendu final se terminait, Aïssa expira longuement. On ne la diffuse pas encore, dit-elle. Pas aujourd'hui.
Camille effronça les sourcils. Pourquoi? Parce que le timing, c'est du pouvoir. Et je ne vais pas gâcher ça un jour où personne ne regarde. Ce soir-là, dans sa chambre, Aïssa ouvrit à nouveau la valise de son grand-père. La lumière tamisée de sa lampe de chevet éclairait les pages jaunies de ses carnets, où l'écriture d'Amadou Diop traçait des lignes comme des cartes au trésor. Elle trouva une nouvelle note, griffonnée à l'encre noire. Provins, réunion du conseil municipal. Plainte déposée par une famille, retirée sous pression. B. Dubois mentionné. Témoins réduits au silence. Aïssa sentit son pouce accélérer. Elle sortit d'une autre feuille, une photocopie d'un rapport de police, partiellement caviardé, mais où le nom « Dubois » apparaissait, lié à une altercation impliquant des mineurs. Son grand-père avait suivi une piste, et elle était là, sous ses doigts. Alors qu'elle rangeait les documents, un bruit léger la fit sursauter. Une enveloppe glissa sous la porte de sa chambre. Pas de nom, pas d'adresse, juste un papier plié, scellé avec un morceau de ruban adhésif. Elle l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, une lettre manuscrite, rédigée d'une écriture nerveuse. Je m'appelle Marie. J'étais au lycée Saint-Étienne il y a 3 ans. J'ai porté plainte contre Léon pour ce qu'il m'a fait. Ils m'ont menacé, moi et ma famille. Le maire a tout étouffé. Si tu lis ça, c'est que tu es plus courageuse que moi. Ne les laisse pas gagner. Aïssa relut la lettre, son cœur battant comme à un tambour. Elle ne connaissait pas cette Marie, mais sa voix, fragile et lourde, résonnait comme un écho de sa propre colère. Elle glissa la lettre dans son carnet, entre les pages de son grand-père, et murmura. Giuseppe. Ils ne gagneront pas. Le lendemain, en classe de littérature, Aïssa sentit un regard peser sur elle. Madame Lefebvre, la professeure de français, une femme d'une quarantaine d'années aux lunettes rondes et aux chignons sévères, s'arrêta près de son bureau après le cours. Aïssa, reste un instant, s'il te plaît. Les autres élèves sortirent, jetant des regards curieux. Madame Lefebvre ferma la porte et s'assit sur le bord de son bureau, tenant un exemplaire usé de L'étranger de Camus. Ah. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à la cantine, dit-elle doucement. Et de la vidéo. Aïssa se raidit, prête à se défendre. Mais Madame Lefebvre leva une main. Je ne suis pas là pour te juger. Je veux juste te dire quelque chose. Elle ouvrit le livre, trouva une page marquée et lut à voix basse. Aujourd'hui, maman est morte. T'es morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Elle referma le livre. Camus parle d'un homme qui refuse de jouer le jeu des apparences. Tu me fais penser à lui, Aïssa. Mais fais attention. Les gens comme Léon, comme son père, ils n'aiment pas qu'on brise leur miroir. Aïssa cligna des yeux, surprise par la sincérité dans sa voix. Vous voulez que je me taise? Madame Lefebvre sourit, un sourire triste mais ferme. Non. Je veux que tu parles, mais que tu parles fort. Il y a un récital poétique organisé par le club de littérature vendredi. Inscris-toi. Lis quelque chose. Fais entendre ta voix là où ils ne pourront pas l'ignorer. Aïssa hocha la tête, incapable de répondre. Pour la première fois depuis son arrivée à Provins, un adulte la regardait sans méfiance, sans pitié, juste avec honnêteté. Mais l'ombre de Léon Dubois ne s'était pas dissipée. À la pause déjeuner, Aïssa le vit dans la cour, appuyé contre un mur, entouré de son cercle habituel. Pourtant, quelque chose avait changé, ses épaules étaient plus raides, son rire moins assuré. Théo, à ses côtés, semblait nerveux, jetant des regards furtifs dans sa direction. Puis un autre garçon s'approcha, un visage qu'Aïssa reconnut vaguement. Julien, un élève de terminale, grand, cheveux bouclés, qui traînait parfois avec Léon mais toujours en retrait. Il s'arrêta à quelques mètres, les mains dans les poches. Léon, il faut qu'on parle, dit-il, la voix basse mais ferme.
De ce que t'as fait. De ce que ton père fait. Léon se redressa, son visage durcissant. Ferme-la, Julien. T'es pas dans le coup. Julien ne recula pas. J'étais ton ami, Léon. Je sais des choses. Et je ne vais pas continuer à me taire. Il tourna les talons, laissant Léon figé. Aïssa, observant depuis le coin de la cour, nota chaque détail dans son carnet. Julien. Un allié potentiel. Ou un piège. Plus tard, dans la salle média, Camille et Aïssa reprirent leur travail. Julien les rejoignit, hésitant, à la porte. Je peux entrer ? Aïssa le dévisagea. Pourquoi ? Julien s'assit, mal à l'aise. J'ai grandi avec Léon. Son père. Il a toujours tout contrôlé. L'école, la mairie, même les profs. Quand j'étais en seconde, j'ai vu Léon faire du mal à quelqu'un, un garçon plus jeune. J'ai rien dit. Je regrette. Il sortit son téléphone et fit défiler une photo. Léon, plus jeune, tenant un autre élève par le col, un sourire cruel aux lèvres. J'ai ça depuis des années. Je l'ai gardé, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je savais qu'un jour, ça compterait. Aïssa échangea un regard avec Camille. Ajoute-la à la vidéo, dit-elle. Mais pas encore. On attend le bon moment. Julien hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. Je suis avec vous. Mais si le père de Léon apprend ça, il va me détruire. Aïssa posa une main sur son bras, un geste rare pour elle. Il ne te détruira pas. Pas si on est ensemble. Le soir, Aïssa rédigea un poème pour le récital, chaque mot pesant comme une pierre. Elle écrivait sur le silence, sur le pouvoir, sur les mains qui touchent sans permission, et les voix qui refusent de se taire. Elle pensa à la lettre de Marie, à la photo de Julien, aux notes de son grand-père. Chaque pièce s'assemblait, formant une mosaïque de vérités trop longtemps enfouies. Mais elle savait que le récital ne serait qu'une étape. Le vrai combat arriverait au forum des élèves, annoncé pour la fin de la semaine. Madame Bisset, sous la pression des parents et des réseaux sociaux, avait organisé cette réunion publique où les élèves pourraient en s'exprimer. Aïssa y voyait une opportunité, mais aussi un risque. Elle savait que Bernard Dubois serait là, prêt à étouffer tout ce qui menaçait son empire. Elle ferma son carnet, éteignit la lampe et fixa l'obscurité. La vidéo, la lettre, le poème, les alliés inattendus comme Camille et Julien, tout convergeait vers ce moment. Elle n'était pas prête, pas complètement, mais elle n'avait jamais été du genre à attendre d'être prête. Comme son grand-père le lui avait appris, quand la vérité frappe, tu ouvres la porte, ou elle l'enfonce. Dans la cour, le lendemain, un incident mineur attira l'attention d'Aïssa. Une fillette de seconde, Clara, une élève discrète aux cheveux roux, s'approcha d'elle près des fontaines à seau. Aïssa, j'ai vu la vidéo. Elle baissa les yeux, triturant l'ourlet de son pull. Léon m'a fait la même chose l'année dernière. Pas les cheveux, mais... Il m'a poussé contre un mur, il a ri. Personne ne m'a cru. Aïssa sentit une chaleur monter dans sa poitrine, pas de colère, mais de solidarité. Tu veux en parler ? Clara secoua la tête. Pas encore. Mais je voulais juste te dire merci. Elle s'éloigna rapidement, mais ses mots se restèrent. Aïssa les nota dans son carnet, ajoutant d'un nom à sa liste mentale. Clara. Une autre voix, encore silencieuse, mais prête à éclore. Ce soir-là, Aïssa reçut un message anonyme sur son téléphone. RDV derrière le terrain, demain, 17h. Viens seul. J'ai des infos sur Dubois. Son pouce accéléra. Un piège ? Une opportunité ? Elle pensa à son grand-père, à ses leçons sur les risques calculés. Elle irait, mais pas sans précaution.
Elle envoya un texto à Camille. Si je ne te donne pas de nouvelles d'ici 18 heures, envoie la vidéo à tout le monde. Puis elle glissa son téléphone dans sa poche, son carnet sous son bras, et se prépara pour le lendemain. Le combat ne faisait que commencer, et Aïssa Diop n'avait pas l'intention de le perdre. Aïssa Diop monta sur la scène de l'auditorium du lycée Saint-Étienne, ses pas résonnant comme des battements de cœur dans le silence chargé de l'assemblée. Les projecteurs projetaient une lumière crue sur son visage, mais elle ne s'y a pas. Devant elle, un océan de visages, élèves, parents, professeurs, membres du conseil d'administration, tous suspendus à ce qu'elle allait dire. Provins, cette petite ville aux ruelles pavées et aux façades trop parfaites, semblait retenir son souffle. Aïssa n'était pas là pour apaiser, elle était là pour briser le silence, pour faire jaillir une vérité que personne dans cette salle n'avait osé nommer. Derrière elle, l'écran affichait encore les images de la vidéo. Léon Dubois la coinçant derrière les gradins, son geste intrusif, sa propre riposte précise et implacable. Mais ce n'était pas seulement la vidéo qui pesait dans l'air. Dans ses mains, Aïssa tenait le dossier de son grand-père, un recueil de notes et de vérités enfouies, prêtes à être dévoilées. Elle n'avait pas voulu devenir le centre de cette tempête, mais la vérité, comme le feu, ne choisit pas son porteur. Et ce soir, Aïssa était prête à laisser ce feu consumer les ombres de Provins. L'auditorium était bondé, les chaises en plastique alignées comme des soldats, les parents serrant leurs sacs à main, les professeurs échangeant des regards nerveux. Au premier rang, Bernard Dubois, le maire, était assis, droit comme une statue, son costume gris impeccablement repassé, mais ses yeux trahissaient une colère contenue. À ses côtés, Léon, les épaules voûtées, fixait le sol, comme si le poids que de la vérité l'écrasait déjà. En face, la mère d'Aïssa, Awa, était là, une main posée sur le dossier de la chaise de sa fille, son regard un mélange de fierté et d'inquiétude. Camille, l'élève discrète qui avait filmé l'incident, serrait son appareil photo contre sa poitrine, tandis que Julien, l'ancien ami de Léon, se tenait au fond, les bras croisés, ses boucles brunes tombant sur son front. L'air vibrait d'une tension presque palpable, comme avant d'un orage d'été. Le directeur du conseil, Monsieur Lefort, un homme corpulent aux lunettes cerclées d'acier, ouvrit la séance d'une voix monocorde. En réponse à la diffusion d'une vidéo étudiant dénonçant des actes de harcèlement et de négligence au sein de notre établissement, nous avons convoqué ce forum pour entendre les témoignages et décider d'une enquête officielle. Il fit un geste vers le micro. Que ceux qui souhaitent parler s'avancent. Les premières interventions furent timides, une mère se plaignit des comportements inappropriés dans l'équipe de rugby, un professeur évoqua des tensions entre élèves, sans nommer personne. Puis Aïssa se leva. Chaque pas vers le micro semblait ralentir le temps. Elle sentit les regards peser sur elle, certains curieux, d'autres hostiles, mais elle les ignora. Je m'appelle Aïssa Diop, commença-t-elle, sa voix claire et ferme. Je suis arrivée au lycée Saint-Étienne il y a 6 semaines. Depuis, j'ai été suivie, coincée, touchée sans permission, menacée et réduite au silence. La salle retint son souffle. Je ne suis pas la seule, mais je suis peut-être la première à refuser de l'accepter. Elle fit un signe à Camille, qui, tremblante, brancha son ordinateur à l'écran. La vidéo recommença. Léon s'approchant, son geste vers la tresse, Aïssa se défendant. Des murmures parcoururent l'auditorium, des parents se couvrirent la bouche, un professeur détourna les yeux. Puis Aïssa brandit le dossier de son grand-père. Mon grand-père, Amadou Diop, était enquêteur militaire. Avant de mourir, il m'a laissé ceci. Elle ouvrit le dossier, montrant des pages jaunies. Ce sont des notes sur des années de misconduite liées à ce lycée et à un nom qui revient souvent. Elle fixa Bernard Dubois. Le vôtre. Le maire se leva d'un bond, son visage rouge de colère. C'est une diffamation. Rugit-il, sans prendre le micro. Mon fils n'est pas un voyou, et je ne permettrai pas à une gamine de salir ma famille. La salle se figea. Aïssa ne recula pas.
Ce n'est pas moi qui salis, répondit-elle, la voix calme mais tranchante. Ce sont vos actions. Monsieur Lefort intervint, la voix tremblante. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Mais Bernard Dubois continua, pointant Aïssa. Ochukaras. Vous la laissez parler, vous la laissez salir cette ville. Qu'est-ce qui vous arrive? À cet instant, Léon se leva, lentement, les mains tremblantes. Papa, arrête. Sa voix était basse, brisée. Elle dit la vérité. La salle s'immobilisa. Bernard se tourna vers son fils, incrédule. Quoi? Léon releva les yeux, pour la première fois depuis le début du forum. Elle ne ment pas. Je l'ai coincée. Je l'ai touchée. Je voulais l'effrayer. Elle s'est défendue. Un silence écrasant s'installa, si lourd qu'il semblait pressé contre les murs. Puis Julien s'avança, son téléphone à la main. Moi aussi, j'étais là, dit-il. Et j'ai autre chose. Il connecta son appareil à l'écran et lança un enregistrement audio, une voix grave et menaçante. Tu penses que je ne sais pas qui a envoyé ce rapport, petit? La prochaine fois que tu salis ma mairie, je m'assure que tu ne recommences pas. C'était Bernard Dubois, capturé des mois plus tôt dans un couloir du lycée. Des hoquets de stupeur éclatèrent dans la salle. Le chaos suivit. Monsieur Lefort appela à l'ordre, Madame Bisset bredouilla son soutien à une enquête complète, et le conseil vota à l'unanimité pour ouvrir une investigation officielle. Aïssa quitta la scène, la main de sa mère serrant la sienne, Camille et Julien à ses côtés. Dehors, des journalistes locaux attendaient déjà, leurs caméras allumées comme des lucioles dans la nuit. Le lendemain, la nouvelle éclata sur les chaînes régionales. Une lycéenne de Provins déclenche une enquête sur le harcèlement et la corruption. Une professeure, Madame Lefebvre, envoya un courriel anonyme à Aïssa. Tu as dit ce que nous n'osions pas. Le conseil scolaire publia un communiqué vague, mais les réseaux sociaux s'enflammèrent, partageant des captures d'écran de la vidéo, des analyses au ralenti, des débats enflammés sur la vérité, la race et le silence. Aïssa, assise en salle d'études, épuisée mais résolue, sentit pour la première fois qu'elle n'avait pas à murmurer son propre nom. Elle pouvait l'incarner. Quelques jours plus tard, une nouvelle secousse ébranla Provins. Une vidéo apparut sur une page Instagram gérée par des élèves, un enregistrement flou montrant Bernard Dubois dans le bureau du conseiller d'orientation, sa voix menaçante. Je sais qui a déposé cette plainte. Tu veux continuer à étudier ici? Alors tais-toi. La vidéo, partagée par un compte anonyme, fut reprise par Claire Martin, une journaliste locale d'une trentaine d'années, connue pour ses enquêtes tenaces. Claire contacta Aïssa par courriel, « J'ai vu votre vidéo. J'ai lu les notes de votre grand-père. Je veux raconter votre histoire. Pas seulement pour Provins, mais pour tous ceux qui n'ont pas osé parler. » Aïssa accepta de la rencontrer dans un café discret, à l'écart des regards indiscrets. Claire, avec ses lunettes carrées et son carnet rempli de notes, écouta attentivement. « Vous savez, Aïssa, dit-elle, ce que vous faites, c'est plus grand que vous. Vous donnez une voix à ceux qui pensaient ne jamais être entendus. » Aïssa hocha la tête, mais ne répondit pas. Elle n'était pas là pour la gloire. Elle était là pour les autres, les Marie, les Clara, les élèves qui écrivaient des poèmes dans des carnets qu'ils n'ouvraient jamais. Le lendemain du forum, Aïssa trouva une lettre glissée dans son casier. Écrite à l'encre noire, d'une main tremblante. Je m'appelle Sophie, je suis en seconde à un autre lycée, à Mélon. J'ai vu ta vidéo. L'année dernière, un prof m'a humilié devant tout le monde. J'ai voulu me plaindre, mais on m'a dit de me taire. Grâce à toi, je vais reparler. Merci. Aïssa plia la lettre et la glissa dans son carnet, à côté de celle de Marie. Une autre voix, une autre flamme. À la pause déjeuner, la cantine était différente. Les élèves s'approchaient d'elle,
certains pour demander de l'aide sur un projet vidéo, d'autres pour lui offrir un dessin ou un simple regard de respect. Même Théo, passant dans le couloir, lui adressa un hochement de tête, pas une excuse, mais une reconnaissance. Aïssa l'accepta, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de porter sa culpabilité. Quelques jours plus tard, Aïssa reçut une invitation officielle du Conseil régional de l'éducation. On lui proposait de rejoindre un comité pour l'équité et la réforme scolaire. Elle lut la lettre, assise sous les gradins, là où tout avait commencé. Le vent portait l'odeur de la craie et de l'herbe sèche. Camille était à ses côtés, son appareil photo posé sur un trépied, filmant le terrain pour un projet d'archives. « Tu vas accepter, non » demanda-t-elle. « C'est énorme. » Aïssa fixa l'horizon, où des joueurs de foot s'entraînaient en silence. « Non » dit-elle doucement. « Pas encore. D'abord, on répare les couloirs. » Camille cligna des yeux, surprise. « Les couloirs ?» Aïssa hocha la tête. Les insultes murmurées, les profs qui détournent les yeux, les filles qui mangent seules. On commence ici, avant de réparer la région. Camille sourit, un sourire timide mais sincère. T'es différente, Aïssa. Aïssa haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. Dis, non. Je suis juste moi. Ce soir-là, Aïssa ouvrit la valise de son grand-père une dernière fois. Les dossiers avaient fait leur travail, mais elle chercha une dernière page, une note manuscrite qu'elle n'avait pas encore lue. Elle la trouva, glissée dans une poche intérieure, la justice n'attend pas. Elle est l'action prise au bon moment. Aïssa ferma la valise, la glissa sous son lit et murmura. On a tenu la ligne, grand-père. Puis elle éteignit la lumière. Pour la première fois depuis son arrivée à Provins, elle dormit sans se préparer à la guerre. La vérité, qu'elle avait portée comme une torche, brûlait désormais dans les mains des autres. Et c'était suffisant. L'histoire d'Aïssa Diop dans. Ils ont touché là où ils n'auraient pas dû. Elle les a arrêtés. Est une leçon de courage et de résilience face à l'injustice. Dans une petite ville française où le silence est une règle implicite, Aïssa, une adolescente noire, refuse de se plier à l'intimidation et au pouvoir oppressif. Sa détermination à faire éclater la vérité, soutenue par les notes de son grand-père et l'aide de camarades comme Camille et Julien, montre que le changement commence par une voix qui ose s'élever. Ce récit, ancré dans une culture française où l'égalité et la justice sont des valeurs proclamées mais parfois fragiles, rappelle l'importance de confronter les abus, même dans des cercles où le pouvoir semble intouchable. Aïssa incarne l'esprit de résistance, un trait valorisé dans l'histoire française, des révolutions aux luttes modernes pour l'inclusion. Pour ma vie quotidienne, j'apprends qu'il ne suffit pas de voir l'injustice. Il faut agir, même à petite échelle. Comme Aïssa, je peux écouter, documenter, et soutenir ceux qui sont réduits au silence. La leçon est claire. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. En France, où l'on chérit le débat et la liberté d'expression, je m'engage à parler pour ceux qui n'osent pas, à l'image d'Aïssa, et à bâtir des ponts à là où régnent les divisions. Si cette histoire vous touche, agissez. Aimez, partagez, et commentez la vidéo pour amplifier les voix comme celle d'Aïssa. Abonnez-vous pour soutenir un message qui dit « Nous voyons, nous écoutons, nous parlons ». Ensemble, faisons en sorte que le silence ne dicte plus nos histoires.